Bonjour. Aujourd'hui, comme promis, nous avons dit que nous allons inviter une personnalité de regroupement politique et de Ensemble pour Changement de Moïse Katumbi qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour. Ce soir, nous vous recevons de la part de Ensemble pour le Changement, donc cette plateforme électorale de Moïse Katumbi. Comment se porte Ensemble aujourd'hui? Très bien. On peut dire que la santé d'Ensemble n'a jamais été aussi bien que maintenant, malgré des soubresauts de la part de ceux qui ne veulent pas que les choses changent dans notre pays. Mais tout va très bien et Moïse Katumbi se porte très bien. D'accord. De prime abord, notre première question, c'est sur votre projet de société. Moïse Katumbi, comme étant candidat à la présidence de la République, a présenté en Afrique du Sud son projet de société. Là où il dit clairement qu'il va dépenser ou va investir dans l'économie congolaise une fois élu président de la République 5 milliards de dollars. Alors, vous savez, vous comprenez que beaucoup de gens veulent savoir d'où viendra cet argent. Est-ce que cet argent viendra de la poche de Moïse Katumbi lui-même? Est-ce que cet argent viendra des institutions de Bretton Woods comme Fonds monétaire international ou Banque mondiale, ou cet argent viendra de relations bilatéraux entre la République démocratique du Congo de Moïse Katumbi et la République, ou soit ce sera les taxes que les citoyens congolais vont payer pour financer ces projets de société? Mais vous savez, je suis très à l'aise pour vous répondre par rapport à ça. Et moi, je pense humblement d'ailleurs que Moïse Katumbi a été très modeste lorsqu'il a fixé pour les quinquennats de son premier mandat un budget de 100 milliards de dollars pour financer les investissements et dépenses publiques. Ce n'est pas de l'argent qui sortira de sa poche. Quand vous regardez aujourd'hui combien il y a la corruption dans notre pays, combien il y a la mauvaise gouvernance, combien aujourd'hui le budget n'est pas respecté, et tout ce que nous avons comme scandale dans ce pays-là, sur le plan géologique, on ne peut pas comprendre comment dans un tel pays, qui enrichit le monde entier, qui fait que beaucoup de grandes sociétés aujourd'hui engrangent en bénéfices nets des centaines, des milliards de dollars, et que nous soyons incapables de le faire. Vous savez, il y a moyen de trouver énormément de l'argent. Je vais vous donner seulement un petit exemple. Ici en Belgique, vous savez, ici en Belgique, rien que le service, comment je pourrais dire, pas le service, mais plutôt les investissements par rapport à tout ce qui est lié à la recherche médicale, la fabrication des vaccins, des médicaments, ainsi de suite, permet à la Belgique d'atteindre un montant annuel de presque de 32 milliards de dollars. Les accises ont permis à la Belgique, dans les 4 ans qui ont précédé jusqu'à aujourd'hui, d'avoir jusqu'à 4 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, nous sommes incapables de trouver cet argent? Nous allons trouver cet argent, premièrement, d'abord, en assurant une bonne gouvernance. Deuxièmement, en luttant contre la corruption. Troisièmement, contre les dépenses publiques inutiles. Et faire en sorte que ce que nous allons avoir comme recettes soit alloué de manière optimale. Et vous savez, les économies d'échelle vont se créer. C'est pourquoi on a dit que les 100 milliards ne vont pas être mobilisés à la première année, mais les 100 milliards, c'est le premier quinquennat. Ce qui fait que par année, nous pouvons avoir quelque chose comme 20 milliards que nous pouvons mettre à la disposition de l'État pour engager des dépenses en matière d'investissement, de santé, pour la construction des routes, des écoles, des universités, tout ce que vous voulez. Alors, si vous dites que vous avez donné l'exemple de la gérance du pays, vous avez donné l'exemple de la Belgique, comment ils sont arrivés à avoir assez d'argent dans les caisses publiques à partir des taxes, des assises, etc. etc. Alors, le source de cet argent ne sera pas un prêt. Mais écoutez, lorsque vous avez un pays qui est crédible sur le plan politique, il y a du sérieux sur le plan politique, où l'économie est également gérée de manière vraiment optimale, vous avez aussi la confiance du marché. Nous n'allons pas travailler en vase clos, n'est-ce pas? Nous n'allons pas dire que voilà, nous nous contentons de ce que nous avons comme richesse, du sol et du sous-sol, c'est avec ça que nous allons financer. Non, parce que même pour exploiter cela, nous avons besoin aussi des investisseurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est aberrant de voir que notre pays se limite à exporter seulement des matières premières. Ce que nous voulons, c'est vraiment créer une richesse nationale.
valoriser nos produits et arrêter, et d'ailleurs c'est ce que Moïse Katumbi voudrait faire, c'est arrêter d'exporter carrément des produits bruts. Mais il faudrait absolument, pour industrialiser notre pays, et donc amener la création des richesses sur place et générer des recettes pour justement financer les budgets de l'État, nous avons besoin de moderniser cette économie, cette industrie. En modernisant l'économie, ça c'est le projet de société, mais pour y arriver, les moyens que vous allez utiliser, l'État va intervenir plus au début de votre quinquennat, c'est-à-dire l'État va investir pour qu'enfin les structures de production nationale puissent être à l'État. Absolument, l'État devra jouer son rôle. Toute la mission régalienne de l'État sera de mettre à la disposition de ceux qui veulent venir travailler chez nous un cadre macroéconomique assez intéressant, où il y a une politique monétaire qui est vraiment établie, où il y a une administration qui fonctionne, où il y a des infrastructures qui fonctionnent. Comment voulez-vous, quelqu'un qui veut venir travailler chez nous et qui arrive où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de l'eau, où il y a des problèmes dans la connexion au réseau Internet. Donc, vous voyez, tous ces problèmes de télécommunication, de communication, de mobilité, ce sont des problèmes que l'État doit prendre en charge pour permettre justement à toutes ces personnes qui veulent travailler chez nous de venir. Oui, je m'intéresse vraiment à l'investissement initial. Je reviens encore à la question. Parce que quand vous expliquez qu'il faut assainir notre économie pour qu'enfin qu'il y ait des investisseurs qui viennent, ça, ce sont des investisseurs privés qui vont venir. Mais auparavant, l'État va intervenir financièrement pour que la machine puisse commencer à fonctionner. Alors cet argent-là viendra-t-il de taxes ou des dettes? Je vous explique. Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce qu'on était endetté, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on était super endetté. Nous le sommes encore aujourd'hui. Oui, mais il fallait que les institutions internationales, les Bretton Woods et les autres, et les amis du Congo, etc., interviennent pour nous faire sortir de cette situation-là. Oui. Alors, nous, le peuple congolais en général, les citoyens, on ne veut pas qu'on se retrouve encore dans ces situations-là où, comme à l'époque de Mobutu, on prenait de prêts auprès de Banque mondiale et Fonds monétaire international, et dans l'avenir, nos enfants seront responsables à payer cela. Alors, l'investissement principal du début, de première année, deuxième année, ça viendra d'où? L'investissement initial viendra à la fois des moyens, d'abord que l'État dispose aujourd'hui, via une meilleure gouvernance. Il y a moyen, déjà avec tout ce que nous avons comme recette au niveau national, de pouvoir déjà démarrer. Vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller sur le marché financier, demander de l'argent quand vous-même, vous êtes incapable de montrer, d'éprouver que voilà, vous avez des garanties suffisantes pour essayer d'avoir cet argent. Ça, c'est la confiance que nous allons instaurer. Vous savez, les banques prêtent, comme on dit, aux riches. Nous sommes un pays riche, nous avons les moyens de rembourser. Notre problème, c'était au niveau de la gestion. C'est-à-dire que nous sommes allés au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, prendre de l'argent en leur disant « Ah, nous allons construire des routes, nous allons construire des hôpitaux, mais on n'a pas fait cela. » Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont détourné cet argent. Si bien que maintenant, pour assurer le service de la dette, l'État doit encore s'endetter pour rembourser ce qu'il avait emprunté avant. Mais avec nous, ça va être différent. C'est-à-dire que déjà, je pense, toutes les agences de nomination, Standard & Poor's et les autres, vont se rendre compte que sur place, évidemment, il y a des personnes qui sont responsables, qui travaillent. C'est d'ailleurs eux qui viendront vers nous à ce moment-là pour dire « Mais est-ce que vous n'avez pas besoin qu'on vous donne un coup de main pour cela ?» Mais nous allons d'abord commencer par nos propres moyens, n'est-ce pas? Les moyens que nous disposons et éventuellement, pourquoi ne pas aller sur le marché? Parce que nous sommes capables de le faire. Mais il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, que l'argent que nous aurons à recevoir de la part des institutions internationales soit vraiment alloué, affecté à un usage bien déterminé. Si c'est pour faire des routes, nous allons construire des routes pour cela, parce que nous savons que via les routes, il y a moyen de construire, n'est-ce pas, de créer des sociétés pour gérer les autoroutes, via les péages, via ceci, cela. Il y a toujours moyen de récupérer cet argent, de rentabiliser, de rembourser, et ainsi créer un climat favorable pour les investissements futurs. On est d'accord là-dessus. Mais pour conclure, juste pour cette question de la provenance de premiers 5 milliards de dollars promis par les candidats, pour le moment, l'argent n'est pas encore disponible. L'argent est disponible, mon frère.
Si ce n'était pas le cas, je pense que Moïse Katumbi n'allait pas le dire. L'argent n'est pas dans la poche de Moïse Katumbi. L'argent est au Congo. C'est là que nous avons de l'argent. C'est là, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on dit 100 milliards, les gens sautent, bondissent en disant « Ah mais non, c'est trop, comment il va faire pour trouver de l'argent ?» Mais regardez aujourd'hui, tous ces gens qui sont en politique, c'est qu'ils ont comme chiffre dans leur compte en banque. Vous serez stupéfait. Où ont-ils trouvé cet argent-là? Pourquoi aujourd'hui dans notre pays, le seul ascenseur politique aujourd'hui, c'est seulement, plutôt ascenseur social, là, je voulais dire, oui, c'est via la politique. Les gens s'enrichissent que par cela. Alors ce n'est pas quelque chose de normal. Pourquoi? Parce qu'avec la mégestion, les gens ont détourné de l'argent. Ce qui était consacré, qu'on devait mettre à la disposition de l'État pour investir dans le service public, a été détourné par un certain nombre de personnes. Et voilà, donc en luttant déjà contre la corruption, en essayant mais vraiment de bien gérer la chose publique, ça va aller. Vous savez, Moïse Katumbi est resté 8 ans comme gouverneur dans les Katanga. Vous verrez que le budget de cette province est passé de quelques millions à des milliards. Et même les recettes au niveau fiscal est passé de quelques millions à des milliards. Mais pourquoi? Parce qu'il a lutté efficacement contre la corruption. D'accord. Mais dans le projet de société qu'a présenté Moïse Katumbi, dans votre réunion que vous avez eue en Afrique du Sud, le premier pilier qui est dit, au moins, et ça c'est un résumé de tout ça, oui. Dans le résumé, le premier pilier, c'est consolidation de l'État. De la démocratie et de la paix. La démocratie et de la paix. Moi, je commencerai par cette consolidation de l'État. Comment allez-vous faire pour consolider l'État? Puisque l'insécurité règne dans la République. Nos voisins ont un passe-partout, ils peuvent entrer n'importe quel moment dans nos territoires et prendre ce qu'ils veulent et repartir. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec les voisins, qu'est-ce que vous allez faire de l'insécurité qui existe déjà parmi nos populations, dans nos populations, qui meurent à tout le temps? Quel est le projet que le Moïse Katumbi va amener, ou la transformation, le changement que Moïse va amener par rapport à la sécurité? D'abord, il faudrait conscientiser chaque Congolais et Congolaise. Vous savez, aujourd'hui, nos services de police et de sécurité sont les moins lotis du monde. Comment voulez-vous que la personne qui assure votre sécurité vive avec 30 $ par mois? Est-ce que vous pensez que cette personne est prête à risquer sa vie pour 30 $? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos forces de l'ordre sont capables de défendre leur territoire? Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est une aberration. La première des choses, ce sera vraiment de mettre en place des institutions qui fonctionnent, une administration qui fonctionne. La mission régalienne de l'État doit reprendre sa place comme il faut, à savoir la sécurité intérieure et la sécurité au niveau de nos frontières. Nous n'avons pas besoin de dire à nos voisins que voilà, nous sommes là, faites attention, nous allons mettre sur chaque mètre carré de notre frontière des policiers. Non, je pense que ça passe aussi par un dialogue, par la diplomatie. Et ça, c'est quelque chose que Moïse a commencé déjà à faire depuis longtemps, rassurer les voisins. Signer des accords de non-agression, de bon voisinage, n'est-ce pas? Valoriser le travail de nos forces de l'ordre, qu'ils soient mieux formés, bien payés, ça c'est deuxième chose, et mettre en place une administration qui fonctionne. Il n'est pas normal que dans un pays moderne, aujourd'hui au Congo, pour avoir vous entendez avec les histoires de passeport gate, ainsi de suite, pour avoir un passeport, vous qui êtes à Lubef ou quelque part, vous devez faire des kilomètres et des kilomètres, venir jusqu'à Kinshasa, sinon dans une des grandes villes du pays, pour aller retirer un passeport. Alors que ici, ça se fait via la commune. Il faudrait que l'administration fonctionne de la tête, je voulais dire de la base, jusqu'au sommet de l'État. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour l'armée? Qu'est-ce que vous allez faire pour la police? Y aura-t-il des formations des policiers pour leur réformer? Y aura-t-il comment vous allez gérer l'armée? Tout ça, ça fait partie de la sécurité nationale. Nous avons de très très bons policiers. Nous avons une armée qui est là, malheureusement, qui n'est pas motivée. Il y a d'abord ce problème de salaire. Et il y aura aussi ensuite un problème de formation. Il faudrait les former maintenant. Les former à l'amour du patrie, au patriotisme,
je voulais pas dire, utiliser le mot ici civisme, parce qu'ils le sont déjà, mais essayer de les amener à mieux faire leur travail. Mais pourquoi ils ne le font pas bien aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont découragés, c'est parce qu'ils ne sont pas valorisés. Et donc, l'effort passera aussi par la valorisation de leur travail. L'effort sera aussi par la formation de futurs policiers. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà là, essayer de les encadrer du mieux que nous pouvons. Parce que ce sont des personnes qui risquent tous les jours leur vie pour notre sécurité. Et si nous voulons vraiment bâtir un Congo nouveau, ou un Congo prospère, nous avons besoin aussi qu'il y ait à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays une sécurité garantie. Oui, alors que diriez-vous de la corruption qui existe? Ce n'est pas seulement la corruption au niveau de la police et l'armée nationale, mais dans toutes les couches de notre société. Qu'est-ce que vous allez faire une fois aux affaires? Comment est-ce que vous allez éradiquer ces problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo? Longtemps, beaucoup ont cru que pour lutter contre la corruption, il faut seulement sanctionner négativement, c'est-à-dire des arrestations, jugements, tribunal et puis prison. Non, ce n'est pas ça. Il faut chercher d'abord à savoir mais pourquoi il y a la corruption. Pourquoi les gens se laissent corrompre? Parce qu'ils sont, un, mal payés. De deux, c'est parce que ils ne se retrouvent pas valorisés dans leur travail au quotidien. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'arrive à Kinshasa, à la frontière. Je donne mon passeport. Le douanier qui était là voit que tout est en ordre. Au moment de me remettre mon passeport, il me dit mais tu n'as pas pensé à nous. Je dis mais oui, mais qu'est-ce que je devais faire? Il fallait que je mette quelque chose pour passer. Je suis en ordre, dans tout point de vue. Et ce brave monsieur veut absolument quelque chose. Imaginez à ce moment-là, si je suis un malfrat, ou quelqu'un d'autre qui est là, qui va faire rentrer des armes, ou des stupéfiants, ou des produits interdits dans le pays, devant un douanier comme ça, qui n'a rien, à qui on peut tendre un billet de $50 et ouvrir le pays à tout le monde, mais voilà, là où il y a le problème. Je pense que si ce monsieur-là était correctement bien payé je dis, et qu'il était valorisé dans son travail, parce que le salaire ne suffit pas, encore faut-il que la personne se réalise dans le travail qu'il est en train de faire. Et là, c'est comme ça que nous allons combattre la corruption. Et ça passe aussi par l'éducation civique. Que les gens comprennent que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un effort pour la richesse nationale. C'est pour tout le monde qu'on fait ce travail-là. Et voilà. Donc nous ne serons pas là seulement avec un bâton pour dire voilà, tous ceux qui ont été dans la corruption, trempés dans la corruption, voilà, vous serez sanctionnés civilement ou administrativement, mais nous allons chercher d'abord à savoir le pourquoi. Il faut aller à la racine, traiter le problème. Parce que je ne voudrais pas dire ici que nous avons la solution miracle. Ça ne finira jamais la corruption, vous savez. Mais du moins, nous pouvons quand même limiter les dégâts que cela a causé dans notre pays depuis des décennies. Voilà. À vous entendre parler, vous avez déjà montré à ce qui est le deuxième pilier de votre programme, c'est-à-dire la valorisation. Valorisation de l'être humain, la valorisation de notre main-d'œuvre, du capital humain de la République démocratique du Congo. Là, vous avez déjà parlé de la police, l'administration publique, l'armée, etc. Que pensez-vous faire pour nos jeunes gens qui sortent de nos universités pour valoriser, n'est-ce pas, ce qu'ils ont pu atteindre déjà au niveau des études, dans le cadre de l'entrepreneuriat, d'investissement? Qu'est-ce que prépare, qu'est-ce que va faire Moïse Katumbi, président de la République, pour ces jeunes gens? Moïse Katumbi est conscient de la première richesse que nous disposons dans notre pays. Et ça, il a mis un accent particulier là-dessus. C'est que notre première richesse, c'est d'abord notre jeunesse. Ce sont les Congolais et les Congolaises d'abord. Il faudrait, pour ceux qui ont déjà terminé un cursus scolaire, essayer de créer ce que nous avons dit de hubs de formation, des incubateurs, où les gens qui ont des idées, qui ont des initiatives peuvent commencer via un suivi, via un coaching, essayer de réaliser leurs projets. Pour ceux qui ont vraiment des projets qui ont déjà abouti, mais il y aura des efforts. L'État va mettre les moyens pour les amener à créer des entreprises. C'est ce que nous voulons justement. Créer des entreprises pour créer des richesses et créer des emplois pour cela. Parce que si aujourd'hui une personne crée une entreprise, il engage 10 personnes, ce sont 10 familles qui se retrouvent déjà.
Oui, voilà. Là c'est bien dit, mais en même temps, vous savez, la majorité des gens n'ont pas du capital pour commencer les affaires. Un étudiant qui sort de nos universités n'a pas nécessairement 50, 60, 100 000 dollars pour investir. Alors l'État va-t-il aider ces jeunes-là, et moins jeunes aussi, les gens qui ont déjà des projets pour investir dans le marché national, dans n'importe quel domaine, qui n'ont pas de moyens pour investir. Alors qu'est-ce que l'État va faire? D'abord, la première, c'est que nous allons étudier au cas par cas les projets de chacun. On ne va pas sortir de l'argent comme ça parce que quelqu'un vient et dit « Ah, voilà, j'ai telle idée, je voudrais faire telle chose ». Il faut d'abord étudier la faisabilité du dossier, n'est-ce pas? On va voir ce qu'il a prévu en matière d'investissement, on va voir son business plan, qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va aboutir, est-ce que c'est un projet qui est viable ou pas, et à ce moment-là, l'État va mettre des moyens. Vous savez, ici, dans tous les pays du monde, il y a des instituts, il y a des centres, il y a même des banques d'investissement pour ceux qui ont beaucoup plus de risques. Et je pense que de ce côté-là, l'État, comme à l'époque du président Mobutu, nous avions la SOFIDE, la Société de financement et de développement, donc on mettra en place une telle institution pour financer via des institutions qui existent déjà telles que l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui est là pour étudier les dossiers, via le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie. Il y a déjà des structures qui existent. Maintenant, il faut les rendre plus efficaces pour que les projets ne pourrissent pas dans les tiroirs. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez même les chiffres au niveau du FPI, le FPI a donné de l'argent gratuitement comme ça. À qui? Aux femmes de ceux qui sont en politique, aux hommes qui font de la politique. Mais les jeunes aujourd'hui qui ont réellement de projets pour créer de l'emploi, créer une entreprise avec les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, surtout dans le domaine de l'agriculture, parce que nous sommes très sensibles par rapport à ça. Les gens pensent que quand on parle de start-up, c'est seulement nouvelles technologies. Mais non, même dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tous les métiers qui permettent vraiment à un État de se mettre debout, nous allons mettre les moyens là-bas. Nous mettrons des moyens, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque dossier, chaque projet, chaque business plan va être analysé, étudié, et il y aura des coachs pour les aider à réaliser leurs projets. Alors, ce sera des formes de crédit données aux investisseurs nationaux qui investissent pour créer des richesses, ou ce sera une forme d'aide de l'État sans remboursement? Je pense que si nous allons dans la formule d'aide sans remboursement, nous sommes mal partis. Une personne qui sait qu'il a contracté un crédit et qu'il n'y a pas de risque en cas de non-remboursement, il n'est pas motivé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour les encadrer? Parce que une fois la personne reçoit soit le crédit ou un don, s'ils ne sont pas encadrés, ils vont faire ce qu'ils veulent, comme vous venez de dire, sans crainte. Mais seront-ils encadrés de forme comme ici en Europe? Il y a toujours ce que nous en anglais on dit des mentors, c'est-à-dire quelqu'un, un mentor, oui, qui les suit et qui les éduque en quelque sorte. Absolument. Comment il peut travailler, puisque le jeune homme qui vient de l'université nécessairement n'a pas toutes les capacités de management. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé des incubateurs. Voilà. N'est-ce pas? C'est là qu'ils vont commencer à expérimenter le monde du travail, via aussi des stages en entreprise. Et là, ils vont acquérir l'expertise nécessaire. Et ce n'est que sur base de cela, après avoir étudié le dossier, que nous pouvons financer cela. Mais ça ne sera pas un financement gratuit, ça sera un prêt. Ça peut être un prêt peut-être à un taux qui ne soit pas prohibitif pour la personne, mais pour essayer de le pousser et aller de l'avant, n'est-ce pas? Et pour les jeunes, justement, qui vont essayer de se démarquer, je pense que l'État va encore les encourager davantage. Vous savez, au Qatar, là, j'ai vu un jeune qui a construit une limousine. Oui. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Rien du tout. Voilà des personnes qui ont besoin, justement, d'être motivées. À Kinshasa, nous avons vu une entreprise qui a commencé à construire des robots pour assurer la circulation. Mais est-ce que nous allons nous limiter seulement à Kinshasa, ou bien nous pouvons étendre également cette initiative au niveau national et pourquoi pas au niveau international aussi, n'est-ce pas? Oui, et puis, bon, là on a déjà
entamer la relance et la croissance et diversification de l'économie et la création des emplois. Là, on a discuté de cela. Et je reviens encore un peu sur le marché, en fait. La masse monétaire d'un pays détermine sa richesse. La circulation, entre la circulation bancaire et la circulation dans les rues, dans le public, doit être balancée pour qu'enfin qu'il y ait de richesses gardées dans la banque, pour qu'il y ait des investissements plus tard. Alors, comme vous savez, beaucoup de gens dans notre pays ne font plus confiance aux banques. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cela pour les citoyens congolais, pour qu'ils reprennent encore cette confiance à la banque? Vous savez, le peuple congolais, depuis toujours, et ça c'est dans la tradition de pouvoir thésauriser de l'argent, de garder de l'argent à la maison, de ne pas mettre l'argent à la banque, parce que nous n'avions pas cette culture-là bancaire. Maintenant, je pense qu'il faudrait expliquer d'abord aux gens pourquoi la banque. Nous, l'État n'est pas là pour faire la promotion des banques privées, ça c'est leur travail. Ce que nous allons faire, nous, au niveau national, c'est de créer un cadre macroéconomique avec une politique monétaire qui permette aux banques de fonctionner, d'octroyer du crédit et de permettre aux travailleurs et aux travailleuses d'avoir un revenu et aussi avoir des moyens de pouvoir épargner. Parce que c'est l'épargne qui va aussi financer une partie de l'investissement. Mais la vraie richesse, ce n'est pas seulement par rapport, comme vous avez dit tout à l'heure, à la quantité de la monnaie qui circule et au regard des contraintes du marché, c'est plutôt de voir aujourd'hui, moi je vais aller pas aller dans les profondeurs avec des termes économiques pour ne pas brouiller les gens, mais c'est plutôt, moi j'aime qu'on regarde, il y a deux agrégats, il y a le PIB, le produit intérieur brut, mais il y a aussi la balance commerciale. Aujourd'hui, notre balance commerciale est en déficit. La véritable richesse d'un pays, c'est la valeur ajoutée. Le jour où nous allons avoir une balance excédentaire, un peu comme la Chine aujourd'hui, capable de prêter de l'argent à des grandes puissances comme les États-Unis, la France, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont excédentaires dans leur balance commerciale. Nous avons un problème de balance commerciale. C'est pourquoi nous avons en même temps un problème avec la balance des paiements. Nous restons dans une situation d'endettement chronique. Le service de la dette n'est pas assuré. Les intérêts ne font qu'augmenter. Si bien qu'aujourd'hui, déjà à l'époque, le président Mobutu disait, chaque fois qu'on a emprunté $1, on en a remboursé 3, mais aujourd'hui, c'est x10. Pourquoi? Aussi, il y a la mégestion qui est rentrée dans notre pays. C'est-à-dire, la politique, quand bien même aujourd'hui, au niveau de la Banque centrale, il y a des efforts qui sont vraiment consentis, mais si l'appareil de l'État ne fonctionne pas comme il faut, s'il n'y a pas de confiance sur le marché, l'État assurera que la Banque centrale puisse donner des crédits ou soutenir des crédits donnés par des banques commerciales oui, avec un taux raisonnable, puisque aujourd'hui au Congo, si vous prenez des prêts auprès des banques, c'est pour cela que les gens n'ont pas confiance aux banques et deuxièmement, ils n'osent même pas prendre des crédits à la banque. Absolument, parce alors, que l'État va garantir maintenant aux banques commerciales afin qu'ils puissent donner plus de crédits une fois, n'est-ce pas, que le système est assaini, il y ait assez de fluide dans le marché, l'État va-t-il garantir les banques commerciales afin qu'elles puissent donner plus de crédits aux gens? Encore faut-il que l'État ait aussi suffisamment de liquidités pour garantir mais là, cela. maintenant, on parle déjà dans les années Katumbi, on ne parlait pas maintenant. Mais voilà, c'est que nous allons faire, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, la convertibilité de l'argent, aujourd'hui, enfin, on n'est plus dans les systèmes où il y avait tout était convertible en dollars et puis le dollar en or. Maintenant, le marché est totalement volatile, assez libre. Ce que nous pouvons proposer, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'au niveau de notre banque nationale, c'est vraiment augmenter notre réserve d'or. Oui. Parce que si nous avons énormément de l'or dans notre banque nationale, c'est comme ça que nous pouvons garantir les crédits. Et c'est comme ça que nous pouvons même aussi garantir aussi les remboursements de tout ce que nous avons comme prêt à contracter au niveau international. Parce que aujourd'hui nous n'avons plus de réserves en or, il n'y en a plus, ce qui fait que l'or qui soutient normalement la valeur de l'argent, nous n'en avons pas. Nous avons recouru au financement monétaire, non pas pour des besoins d'investissement, mais c'est plutôt pour des besoins de loisirs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons
nous sommes presque le seul pays au monde avec un taux d'inflation, je ne sais pas, 3 ou 4 chiffres. Ouais. Mais je vais rapidement chuter parce que comme notre première émission sera très courte, oui. Mais dans l'avenir, j'espère que vous nous donnerez ce plaisir une fois de plus pour venir nous visiter. Alors, lutte contre le changement climatique, ça c'est votre quatrième pilier dans le projet de société de Moïse Katumbi. Comment vous allez attaquer ces luttes contre le changement climatique? Notre pays a une biodiversité extraordinaire. Il faut d'abord commencer à préserver cela. Nous allons le préserver en mettant en place une politique en matière d'environnement et d'hygiène au niveau de notre pays. Mais nous avons aussi signé les accords de Paris et de la COP 21 avec aussi les accords de Nagoya que nous voulons vraiment mettre en pratique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une forêt. Cette forêt-là, elle est nôtre. Mais c'est aussi le poumon de l'Afrique et de la planète. Donc nous avons pour des besoins aujourd'hui, futurs, intérêt à ce que cette forêt soit préservée. Il n'y a pas que la forêt, il y a aussi l'eau. Oui, je coupe juste il y a aussi la faune et la flore. La flore. Mais il y a une question qui m'a été posée. Une fois j'étais à Kinshasa, je vous explique. J'ai discuté avec quelques amis qui m'ont dit, c'était vraiment primordial qu'on garde notre forêt. Et la question c'était à savoir, mais pourquoi est-ce que les Européens, les Occidentaux ont terminé toutes leurs forêts? Mais non, ils nous disent à nous de préserver puisqu'ils voient les dangers qui y arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner en retour comme compassion pour avoir gardé nos forêts? Alors, qu'est-ce que vous répondrez à cette question? Vous savez, ça c'est des choses qui existent déjà, des compensations avec de quotas carbone, ainsi de suite. Mais je pense que nous ne faisons pas cela pour les Occidentaux. Nous faisons ça d'abord pour nous et pour les générations futures. Il faudrait arrêter avec cette forme de phobie qui consiste à croire que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous le faisons pour les autres. Non, nous le faisons d'abord pour nous préserver notre avenir, pour assurer également l'avenir de nos enfants. Maintenant, si cela peut profiter aux autres, tant mieux. Nous n'attendons rien de l'Europe. Ce que nous voulons, c'est plutôt aujourd'hui profiter de la technologie qui existe aujourd'hui pour essayer de faire mieux les choses. Vous savez, nous sommes à une époque où, comme le disait Moïse Katumbi, aujourd'hui président, nous pouvons passer d'un pays du tiers-monde aujourd'hui et dans les 5 ans devenir comme Dubaï. Nous sommes capables de le faire. Oui, ça c'est question d'avoir un bon management, un bon leadership dans le pays. Alors, notre dernière question avant qu'on finisse notre émission, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse Katumbi à l'aéroport de Bruxelles. Bon, je pense qu'on a ergoté énormément autour de cela. C'est avec cette histoire de passeport, beaucoup de gens ont dit que mais voilà, c'était avec des faux documents, qu'il avait inséré une autre fait dans son passeport, non, c'était faux. Moïse Katumbi a toujours voyagé avec son passeport semi-biométrique. Il avait fait la demande d'un passeport biométrique, à l'époque déjà ici à l'ambassade à Bruxelles. Il avait rempli les formulaires, on lui avait dit on va vous appeler pour capturer, et ainsi de suite, vous donnez votre passeport. Mais pendant ce temps, il n'a jamais reçu d'invitation pour venir chercher son passeport, et on a désactivé tous les passeports semi-biométriques. Si bien que, c'est d'après les déclarations du ministre de la Justice lui-même, dans le moment, je pense que vous avez suivi, ils ont dit qu'ils ont désactivé cela. Et donc, aujourd'hui, s'il y a une personne qui justifie encore davantage ce qui est arrivé à Moïse Katumbi, c'est le pouvoir de Kinshasa encore qui le justifie, parce qu'ils reconnaissent que eux, ils ont fait quelque chose qui a causé du tort à notre candidat. Mais nous, ça nous a permis aujourd'hui, et ça a permis au monde entier de comprendre que Moïse Katumbi n'a jamais eu 2, 3 passeports, qu'il a toujours eu un seul passeport, et qu'il est congolais. Et c'est vraiment la preuve que c'est un fils du pays. Voilà. Et vous ne croyez pas qu'il y ait un peu fait de façon, puisque j'aurais entendu que c'était désactivé à partir de Kinshasa, oui. Et il y a même des bouches qui ont dit que c'est pour cela qu'on a peur, c'est la raison de notre refus de machine à voter. Absolument, absolument, absolument. Nous n'en voulons pas, parce que, vous savez, toute machine, tout appareil électronique qui peut se connecter sur Internet, ou bien via quel que soit le réseau qu'on peut utiliser, n'est-ce pas? On peut le pirater à distance. Si on a pu désactiver un passeport
à distance, plusieurs autres passeports à distance. C'est vrai qu'ils ont dit à Interpol que ben voilà, nous avons désactivé. C'est comme ça qu'Interpol a signalé également à toutes les frontières, hein, au niveau de tous les pays, toutes les nations, tous les pays, pour dire voilà, désormais au Congo, telle façon ne fonctionne plus. Mais ça, c'est aussi la preuve que ces machines-là qu'on veut nous imposer pour les élections, ce ne sont pas des machines qui sont fiables. Le pays fabricant, la Corée, a refusé cela. Dernièrement, c'est encore le gouvernement argentin qui nous supplie même de dire mais n'utilisez pas ces machines. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui l'acharnement des membres de la CENI qui sont là pour garantir la tenue des élections libres, démocratiques et inclusives. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ils font sourd oreille. Au lieu d'écouter ce que le peuple est en train de dire, ils veulent nous imposer leur volonté. Je pense que ce n'est pas ce que le peuple congolais veut. Ce que nous voulons aujourd'hui, et nous voulons vraiment que le 23 décembre, et pour nous, c'est le cas, nous voulons que le 23 décembre, Moïse Katumbi soit élu président de la République. Je le dis ici parce que nous en avons la conviction. C'est une personne qui a une vision, qui a un leadership qu'il faut pour ce pays-là, et c'est lui le candidat que nous soutenons. Et dans le cadre, puisque Moïse Katumbi lui-même, il a souhaité qu'il y ait des primaires au sein de l'opposition pour qu'il y ait un seul candidat. Oui. Alors, au cas où, on suppose, au cas où Moïse Katumbi ne réussissait pas à gagner les élections primaires au sein de l'opposition, serait-il prêt à soutenir, évidemment, la personne qui va gagner les élections primaires, si jamais cela s'était né? Oh, vous savez, à l'heure actuelle, quand on regarde la popularité de M. Katumbi, quand on regarde son charisme, son leadership, sa vision, le projet qu'il présente aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas de concurrent. J'ai la certitude qu'aujourd'hui, si nous devons aller aux primaires, et parce que le peuple congolais est mûr, il a compris, il sait qui est capable aujourd'hui d'apporter réellement le changement dans ce pays. Il sait qui est aujourd'hui capable d'apporter du bien-être dans ce pays. Et je pense qu'au niveau des primaires, si vous voulez dire les primaires, donc ça va se faire au niveau du rassemblement, c'est ça. Exactement. Pas au niveau de la plateforme électorale ensemble, mais bon, au niveau plutôt des rassemblements et des forces de changement. Aujourd'hui, je ne vois pas, moi, qui pourra battre Moïse Katumbi. Alors, M. Eric, merci beaucoup pour votre temps. Nous sommes ici. Si vous avez d'autres émissions que vous voulez passer avec nous, ça sera un grand plaisir. Et nous aimerions continuer dans l'avenir de parler un peu plus sur le projet de société. Au fur et à mesure que nous en connaîtrons plus, nous poserons plus de questions pour que nos téléspectateurs ainsi que nos amis de Club des lecteurs congolais FRP puissent connaître plus le candidat, mais au-delà du candidat, c'est-à-dire son projet de société. Absolument. Alors, on vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.